on continue à avoir quand même une concentration de l'industrie. Et cette concentration, elle est liée à tous les changements dont on s'est parlé. C'est-à-dire que quand le marché publicitaire évolue, pour pouvoir être en position de force et pour pouvoir proposer des choses intéressantes, on a intérêt à se concentrer. Quand les évolutions technologiques continuent à se développer très rapidement, il vaut mieux concentrer et être un peu plus gros pour pouvoir les suivre, etc. etc. Et en fait, quand on dresse l'intégralité des changements qui peuvent toucher notre industrie, on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué d'être un petit indépendant dans l'univers des médias, donc la concentration continue. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Premier épisode de la rentrée 2022-2023. Alors je voulais un peu marquer le coup, déjà vous remercier pour toutes ces écoutes, tous ces messages, tout ce soutien que j'ai pu avoir sur Mediarama. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça donne envie de continuer. Et pour marquer donc un peu le coup, je trouvais ça intéressant de recevoir le premier invité de Mediarama, Jérémy Parola. Jérémy, bonjour. Salut. Alors merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation, donc 2 ans quasiment jour pour jour après la sortie du premier épisode de Mediarama. Alors c'est pas juste pour le plaisir de te recevoir, même si t'es un garçon sympathique. Il paraît, ouais. Avec qui j'ai toujours du plaisir, on a du plaisir à échanger. Mais voilà, c'était intéressant peut-être aussi d'inaugurer un format un peu de catch-up. Alors c'est Laurent Kretz, mon associé, qui avait inauguré ce format sur son podcast Le Panier. J'en profite pour faire une espèce de cross-promo sur les podcasts, mais qui est toujours intéressant de voir 1 an, 2 ans après comment ça a évolué, si ça a un petit peu bougé. Et voilà, sans spoiler, j'imagine que c'est passé quelques trucs chez Reworld Media, 2-3 choses ces dernières années. Et donc voilà, c'était intéressant à la fois pour ces 2 ans et puis de voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode ou qui ne connaîtraient pas, alors je pense qu'il y en a de moins en moins parce que tu es quand même pas mal présent dans les médias et tu réponds toujours favorablement aux invitations, donc ça je tiens à le souligner, t'es assez accessible pour un mec qui gère quand même pas mal de trucs. Tu es le directeur des activités numériques chez Reworld Media. Alors petite carte d'identité, septembre 2022, quand on s'était parlé il y a 2 ans, vous veniez de racheter Mondadori, c'était le gros morceau. Combien de marques vous détenez aujourd'hui ? Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou on n'en parlera pas. Mais donc, vous êtes sur le point de racheter Unify. Mais donc, avant ce rachat d'Unify, combien de marques vous avez officiellement chez Reworld Media ? Alors, on a une 60aine de marques chez Reworld Media. Comme tu le disais, on s'était vu il y a 2 ans suite à l'acquisition donc, de Mondadori et des magnifiques marques qui en faisaient partie. Et on va dire que le portefeuille de marque de Reworld Media, il évolue de 2 façons. Il évolue soit par les acquisitions, ça a été un peu l'ADN et ça l'est toujours de l'entreprise que de faire des acquisitions, mais également par pas mal de lancements. Donc en 2 ans, on a fait également pas mal de lancements. Donc ça fait un portefeuille d'une 60aine de marques qui sont principalement toutes sur plein de supports différents, le digital, le print et d'autres supports, et on en parlera sûrement tout à l'heure. Mais il y en a aussi certaines qui ont gardé leur ADN historique et qui sont très présentes sur un support plutôt que d'autres. D'accord. Et donc toujours plutôt de la presse thématique, ça reste votre ADN aussi, ça. Oui, clairement, c'est l'ADN, c'est la marque de fabrique, et a priori, alors, il faut jamais dire jamais, mais on n'a pas de velléité à aller dans d'autres domaines que la presse thématique, puisqu'on opère des médias de passion. C'est clairement ce qui nous anime. Ouais. Clairement. Et donc pour suivre un peu cette carte d'identité, t'as quelques chiffres comme ça de reach, de millions de lecteurs qui peuvent nous permettre un peu de positionner Reworld. Bon, les chiffres, c'est toujours sympa, honnêtement, parce que ça donne toujours des gros chiffres. C'est vrai que quand on opère plein de marques, on touche beaucoup de gens, on touche des millions et des millions de personnes. Je pense que quand on déduplique les personnes qu'on touche sur le print et sur le digital, on doit toucher quelque chose comme 35-40 millions de personnes tous les mois, donc c'est un reach qui est intéressant. Après,
le reach, c'est quelque chose, la récurrence, c'est quelque chose, le contenu, c'est quelque chose, ce que tu fais passer, c'est quelque chose. Donc, bon, les chiffres sont intéressants. Je pense qu'on a des centaines de millions de fans sur les réseaux sociaux, mais on se réveille pas tous les matins en se disant « Oh là là, quelle belle puissance !» C'est intéressant, c'est un des éléments du modèle économique, mais c'est pas le point central et principal sur lequel on se bat. Très clair. Tu parles les canaux d'acquisition, tu t'en parlais, donc il y a pas mal de croissance externe, mais il y a aussi tu parlais de lancement. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle moins, ce qui explique aussi peut-être pourquoi une bonne stratégie, c'est de faire de l'acquisition externe. Lancer un média, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce que vous avez lancé comme marque Alors on a pas mal participé à la vague des dernières années qui consistait à aller faire des médias en partenariat avec des personnalités, notamment des personnalités de la télé. Donc on a lancé des médias, par exemple avec Valérie Damido autour de la déco, un média qui s'appelle Dami Déco. On a lancé des choses avec Stéphane Bern sur un média qui s'appelle Mission Patrimoine. Donc on a vraiment participé à ce point-là. Et ensuite on a également tenté pas mal de choses sur des tendances qui nous semblaient importantes de suivre. Par exemple, on a lancé Gueuleton autour de... Alors, je parle de tendance, c'est plutôt de l'anti-tendance, là, sur Gueuleton. On est assez loin des véganes et des végétariens. On est sur de la côte de bœuf et un peu d'alcool, à consommer avec modération, bien entendu. On a lancé Tanin autour du vin. On a lancé également un magazine qui s'appelle Néo Ruraux, qui suivait un petit peu la tendance de ces citadins qui voulaient partir... vivre un petit peu plus loin. Donc on explore un peu toutes les tendances. C'est vrai que le fait de s'associer avec des marques qui soient connues, soit des marques du digital, Gueuleton en fait partie, puisque l'aventure est quand même venue de YouTube, ou des animateurs télé. On fait par exemple le magazine de Faustine Bollard, on parlait de Valérie Damido ou de Stéphane Bern tout à l'heure. C'est une tendance de fond et qui est intéressante à partir du moment où elle peut vivre sur différents supports. Donc voilà. Donc on n'hésite pas à lancer des marques. Je pense qu'on est le groupe qui lançons le plus de marques. On est connu pour les rachats, mais on fait quand même beaucoup de lancements. Et c'est possible à partir du moment où on a une assise industrielle qui est suffisamment importante pour se dire « Ok, on y va, on tente des coups », parce qu'on est bien sur notre logistique, on est bien sur notre impression. Ouais, tu sais que tu as une machine qui derrière, en tout cas, permettra de démarrer. Il n'y a pas de gros risques, en tout cas sur la tech, le market, etc. Ouais, on est des gens pragmatiques, donc quand on lance quelque chose, on essaie de minimiser les risques. On lance pas des choses en se disant « Tiens, on est sûr que ça va marcher », parce que des fois, ça marche pas. Et ça, c'est aussi le talent de cette boîte et de l'ADN entrepreneurial qui est de dire « Ok, on va lancer 10 projets, peut-être qu'il y en a que 5 qui fonctionnent, mais au moins, on les aura lancés ». Et derrière, effectivement, on sait quand même, avec l'expérience qu'on a, notamment sur le print et sur le digital, être en mesure de minimiser les risques sur les projets qu'on lance. Et c'est sur quel modèle économique? Alors, on déborde un peu de la carte d'identité, mais c'est intéressant sur ces lancements. Donc, tu dis que c'est en partenariat avec une personnalité. Elle est entrepreneur, c'est-à-dire qu'elle a une part du capital. Vous avez un deal tout fait, c'est du sur-mesure, c'est un modèle... Qui vient de où? Tu peux nous en dire plus? C'est plutôt du sur-mesure. Ce qui est sûr, c'est que quand ces personnalités s'engagent, elles partagent une partie du risque. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper appréciable. Et c'est chouette de voir qu'on arrive à amener dans cette ADN entrepreneuriale des gens qui vivent quand même plutôt bien de leur métier principal, qui peut être la télé ou l'influence. Par contre, tous les modèles existent. Il n'y a pas de modèle clé. On arrive, on dit voilà le modèle et merci d'y aller. Certains ont une association entrepreneuriale un peu plus forte que d'autres, mais tous, par contre, acceptent de variabiliser une partie de leur collaboration en s'incentivisant sur de la performance. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra appréciable. Et comme ils ont quand même un impact de communication, d'incarnation, de production de contenu, ça les oblige aussi à s'impliquer. À mouiller la chemise, quoi. Ouais, mouiller la chemise, parce qu'à un moment donné... juste mettre la tête d'une célébrité sur un magazine parce que ça fait stickers, bon, ça peut exister. Souvent, ça se fait, puis t'as le lancement, puis après, ça ouais, faut un peu respecter le lecteur parce que quand des célébrités comme ça ou des influenceurs lancent des choses, ils mettent quand même en jeu leur crédibilité, etc. Et c'est des personnes qui sont très attentives à ça. Ils sont pas dans une diversification juste financière. Il faut que ça ait du sens. Et ça marche. Certains sont des succès. Il y a des échecs dans tout ça. Alors, il y a des échecs, oui. Il y a des échecs comme pour tous les lancements, c'est ce que je disais. Et ça, c'est un peu l'ADN entrepreneurial. Ouais, voilà, c'est pour ça que je posais la question. Il n'y a pas à cacher. Tu vas lancer 10 projets, il y en aura peut-être que la moitié qui fonctionneront, mais ça sera très bien. Donc, il y a des lancements qui se sont très bien passés, qui perdurent et qui fonctionnent. Et il y a d'autres... par exemple, entre nous, qu'on fait avec Faustine Bollard, c'est un vrai succès, notamment sur la partie digitale, où on a réussi à embarquer quelque chose de super positif. Ce qu'on fait avec Valérie Damido sur la déco, ça vient combler, on va dire, un petit manque de la presse déco, qui est quand même assez haut de gamme, etc., pour aller vers quelque chose de plus accessible, donc ça fonctionne bien. Et après, il y a des choses qui étaient plus... Gueuleton fonctionne à merveille, enfin, on n'a jamais vu ça en termes de volume d'abonnement avant de lancer un magazine. C'est là où la communauté joue à plein. Et après, on a des choses...
plus ou moins incarnés qui fonctionnent un petit peu moins. Je pense par exemple, quand on s'est lancé, on en parlait tout à l'heure, sur les néo-ruraux, c'était une tendance de fond. Alors, on l'a pas fait en suivant la tendance parce que c'était un projet qui existait bien avant le Covid, etc. Mais dans les faits, c'est difficile de tenir sur la longueur sur des thématiques qui sont des thématiques bien spécifiques. Très niche, quoi. Et peut-être que le bon support pour un magazine comme ça, c'est peut-être pas un magazine, c'est peut-être des livres, ou c'est peut-être un site internet, ou c'est peut-être une newsletter, ou c'est peut-être des podcasts. Donc voilà, donc c'est hyper intéressant. Ça continue, par exemple, j'essaye de voir toujours, là c'est un peu entrepreneurial, mais vous voulez continuer ou à un moment donné vous vous dites on arrête, on fait on se réunit, on fait un retour d'expérience, on essaye de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Non, ça continue, c'est suffisamment rentable, en tout cas où vous perdez pas d'argent pour que ça continue. Installer une marque, ça prend du temps. Hein. Donc, si tu lances un numéro, que t'es pas content du premier numéro et que tu l'arrêtes, c'est idiot. Et à l'inverse, on a pas mal de... presse, c'est ce qu'ils font un petit peu. Oui, mais c'est encore un autre mode de fonctionnement et il est totalement respectable et on est vraiment dans une logique de rentabilité propre, quitte à aller sur des namings un peu particuliers, etc. Mais le débat, il est pas forcément là. Le sujet, c'est clairement de se dire... je pense que la grosse erreur, il y a beaucoup d'autres groupes de presse qui ont décidé de mettre en place les mêmes stratégies, qui supportent énormément les lancements, c'est-à-dire qui font des lancements énormes avec des tirages énormes et derrière qui n'anticipent pas forcément la diminution ou le retour un peu à la normale. Donc nous, on a plutôt une approche pragmatique qui consiste à dire, ok, le point mort, il est de temps. On va pas chercher à faire beaucoup plus, on va pas surinvestir, on va essayer d'aller chercher le point mort et ensuite on essaie d'installer la marque. Je pense que sur des lancements, tant que t'as pas fait entre 4 et 6 numéros, ça sert pas à grand chose de te dire ok j'arrête parce qu'à un moment donné tu laisses pas la chance au produit, donc tu peux changer des choses, tu peux les faire évoluer. C'est du test and learn aussi sur des marques médias, même print. Donc voilà. Ça c'est une règle que vous êtes dit, on attend X numéros ou c'est pareil, c'est pragmatique, on se dit écoute on perd pas trop d'argent, laissons un peu de temps et puis on se reparle dans 2 mois. Non, c'est pas une règle qu'on a fixée avant de faire les lancements, mais c'est une règle... on va dire de pragmatisme qui consiste à dire que au même titre que quand tu lances une boîte, si elle décolle pas au bout de 3 mois, tu la fermes pas. À un moment donné, il faut te laisser quand même un petit peu de temps. Après, l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on fait les choses de manière pragmatique. On en parlait, on a une organisation qui supporte quand même des lancements sans générer des charges fixes supplémentaires en masse. Et donc à partir de ce moment-là, on est quand même dans des bonnes conditions pour se dire que s'il y a des réglages à faire, il faut pas tout arrêter du jour au lendemain. Il faut laisser la chance de faire les réglages, quoi. Okay. Et souvent, ça marche du premier coup. Des fois, tu fais des lancements en disant ça va cartonner, et t'es extrêmement déçu et ça cartonne pas. Mais le vrai gros enjeu, c'est d'avoir la flexibilité et les équipes et le professionnalisme des équipes pour te permettre de dire ok, je vais faire des ajustements à la marge. Tu vas pas faire des nouvelles formules tous les jours, mais à un moment donné, s'il y a quelque chose qui marche pas, faut le faire évoluer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et après, tu peux avoir fait le tour d'un sujet complet et te dire ok, en fait, il y a pas de client, il y a pas d'audience en face de la thématique que je suis en train de traiter et dont acte. Oui, voilà, tout simplement. Il y a des fausses bonnes idées. C'est ça. Ça arrive. Ouais. Comme je disais, tu as été le premier invité, donc merci d'être là. Est-ce que, alors je ne vais pas te demander de dresser le bilan des 2 dernières années parce que ça va très vite dans ces métiers, mais quel bilan tu dresses de l'année? Tu en es à la rentrée là, 22-23. Quel bilan tu dresses de l'année globalement, de notre marché, de la presse, des médias, au-delà même presque de Reworld? Alors, si on prend l'année calendaire, c'est-à-dire les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler, il y a quand même des choses majeures qui ont évolué au cours du premier semestre 2022, qui est quand même un semestre assez animé. Ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2021, ça a plutôt été une bonne année, je pense, pour tous les groupes médias. Rattrapage post-confinement, Covid, j'ai l'impression que tout repartait un peu. Ouais, tout repartait, tout fonctionnait, l'audience était là, la monétisation était là, les annonceurs avaient besoin de repartir sur le marché. Enfin, il y a eu une certaine euphorie, je pense, bien aidée aussi par un cadre économique, politique global qui permettait de soutenir quand même la croissance des entreprises. Donc l'année 2021, je pense qu'elle a été assez incroyable pour tout le monde. Et après, on a attaqué une année 2022 qui continue à être une année positive sur plein d'aspects différents, mais sur laquelle on sent qu'on retourne quand même à la vraie vie. Hein, et je pense que c'est un peu ce que ressentent tous les groupes médias. À chaque crise, il y a des évolutions, notamment du marché publicitaire. Donc là, on en voit sur les modalités d'investissement. Il y a quand même un sujet de fond qui sont les ruptures de stock d'un certain nombre de marchés. Je pense par exemple au marché de l'automobile, au marché de la high-tech, etc. qui, par définition, quand ils ont moins de choses à vendre, investissent un peu moins. Donc ça oblige encore une fois, mais ça c'est la vie de nos industries et de nos groupes médias, à réfléchir à un certain nombre de choses. Dans tout ça,
Il y a pas mal d'évolutions aussi sur la partie digitale qui ont un impact sur la monétisation. On n'arrête pas de parler du cadre légal, des cookies, etc. Donc on continue à être dans cet état d'esprit. Alors c'est pas nouveau, mais ça continue à avoir un impact global, ce qui fait que, encore une fois, mais c'est un peu le même cycle qui se reproduit à l'infini. À chaque fois qu'il y a un changement majeur, c'est ceux qui l'ont le plus anticipé, qui ont le plus diversifié leurs revenus, qui s'en sortent le mieux. Donc sur le marché, au global, je pense que les acteurs ont bien vécu l'année dernière. C'est un peu plus dur sur le début de l'année, et ceux qui ont profité de leur belle vie de l'année dernière pour faire des changements s'en sortent plutôt bien. Et après, clairement, on continue et on le voit depuis le début de l'année. On est un acteur de ce changement, mais c'est vrai dans pas mal de choses. On continue à avoir quand même une concentration de l'industrie, et cette concentration, elle est liée à tous les changements dont on s'est parlé, c'est-à-dire que quand le marché publicitaire évolue, pour pouvoir être en relation, en position de force, et pour pouvoir proposer des choses intéressantes, on a intérêt à se concentrer. Quand les évolutions technologiques continuent à se développer très rapidement, il vaut mieux concentrer et être un peu plus gros pour pouvoir les suivre, etc., etc. Et en fait, quand on dresse l'intégralité des changements qui peuvent toucher notre industrie, on se rend compte que c'est de plus en plus compliqué d'être un indépendant dans l'univers des médias, et un petit indépendant dans l'univers des médias, donc la concentration continue. Voilà. Donc, superbe transition, forcément, qui dit concentration, dit des dossiers. Tu vois passer beaucoup de dossiers, on en parlait, je crois qu'il y a beaucoup de dossiers, et grosso modo, en France, Reworld, c'est le premier guichet qu'on va voir quand on veut vendre. Vous voyez passer tous les dossiers, tu sens cette accélération? Je suis pas sûr qu'on voit passer tous les dossiers, parce que je pense que le marché commence à savoir quel type d'entreprise on acquiert, dans quelles conditions, etc. Donc voilà, mais outre Reworld Media, on est quand même le feuilleton de l'été des derniers mois, c'est la fusion M6 TF1. Il y a plein d'acquisitions autres que celles de Reworld Media sur le marché. Il y a la production avec Media One. Enfin, il y a plein d'acteurs qui concentrent quand même le marché. Après, quand on se concentre sur Reworld, effectivement, au cours des derniers mois, il y a pas mal d'acquisitions qui ont été faites. On a racheté Melty, on a racheté Psychologie Magazine. On est en train de finaliser le rachat d'Unify. Donc, effectivement, on est actif. On a annoncé qu'on allait être actif, et on s'est mis dans les conditions de pouvoir être actif, parce que c'est pas une question uniquement de moyens et de capacité de pouvoir faire des acquisitions, c'est principalement une question d'exécution. Et d'avoir la capacité d'avoir la bonne coquille d'atterrissage pour quand on va... crédible. D'être crédible, et de rassurer aussi les vendeurs, parce qu'en général, quand il y a des acquisitions, il y a un vendeur, un acheteur, et les vendeurs, mine de rien, c'est quand même à chaque fois des personnes qui sont bien implémentées dans le milieu des médias, et qui veulent à un moment donné que les marques dont ils font la cession puissent continuer à grossir, etc. Et je pense sincèrement que par les résultats qu'on obtient et par ce qu'on fait sur le marché, on a plus de crédibilité que jamais sur notre capacité à continuer à développer des marques médias, à les faire grandir, etc. etc. Donc effectivement, on nous sollicite. Il n'y a pas que nous, il y a plein de groupes médias qui font des acquisitions dans des stratégies différentes. Aussi, qui reste à une belle capacité. CMI qui n'existait pas il y a encore quelques années, et des groupes plus petits qui vont aller plutôt faire des acquisitions dans des domaines de niche, etc. IO Média, par exemple. Servant. Donc c'est hyper intéressant, et le marché est ultra ouvert. Maintenant, effectivement, cette concentration, elle répond à une problématique globale de plein de facteurs externes qui attaquent ce marché et qui nécessitent d'être plus gros pour pouvoir se défendre. Là, on a parlé de plein de choses sur le digital, mais on pourrait se parler pendant des heures du prix des papiers. J'hésitais à te poser la question, parce qu'effectivement, c'est pas ton ressort direct, puisque tu es le directeur des activités numériques, mais t'évoques le sujet, parlons-en, on a le temps, c'est la beauté du podcast, on peut prendre 5 minutes pour parler de ça. C'est dur, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais le coût du papier a augmenté de manière drastique. Vous êtes forcément, notamment par les activités de Mondadori. On a le plus gros acheteur de papier en France. Vous êtes le plus gros acheteur des plus gros acheteurs de papier en France. Avec Mondadori notamment, Demain Psychologie. Vous gérez mieux, moins bien que les autres? Comment est-ce que vous anticipez tout ça? C'est juste vous constatez une charge supplémentaire, vous reportez ce coût. Il y a plein de questions comme d'habitude dans ce que je dis, mais comment est-ce que vous le vivez de l'intérieur, ça, cette hausse du coût du papier? L'augmentation du prix du papier, tu as l'impression que c'est un peu, pour ceux qui ont fait des écoles de commerce, le jeu d'entreprise de fin d'école de commerce. Tu sais, tu es dans une industrie, il y a un gros changement. Exactement. Que vas-tu faire? Et c'est un peu le sujet du papier. Effectivement, on est un des plus gros acheteurs de papier en France. Beaucoup de nos confrères achètent beaucoup de papier
En France, la crise est mondiale, c'est pas juste une crise française par rapport à l'augmentation du prix du papier. Je pourrais pas te donner un chiffre exact, mais on est sur des augmentations qui peuvent aller jusqu'à un doublement du prix de la tonne de papier. Et donc, effectivement, ça a un impact sur notre industrie. Donc, on essaie d'anticiper. C'est toujours pareil. Plus on est gros, plus on a un pouvoir de négociation. Donc, je pense qu'on souffre un peu moins que certains petits éditeurs. On en revient à la nécessité de concentration. Et ensuite, en face de ça, il y a plusieurs stratégies sur le marché. Donc, il y a des acteurs du marché qui ont décidé de ne pas répercuter le prix sur le prix de vente de leurs produits en se disant qu'ils allaient chercher du volume supplémentaire et que ce volume supplémentaire serait monétisé soit par la publicité, soit par plus d'abonnements, soit par l'attractivité de la vente de leurs produits. C'est un axe, c'est là où je parlais du jeu de fin d'école de commerce, c'est un peu le sujet. C'est une strat, ouais. D'autres acteurs, plutôt dont on fait partie, vont essayer de répercuter, peut-être pas intégralement, mais en partie, l'augmentation du prix du papier sur le prix de vente avec des logiques d'élasticité. On teste des augmentations, on voit si ça évolue en termes de volume ou pas. On voit l'impact sur la rentabilité et on voit comment ça avance. Maintenant, on est, outre le sujet de l'achat du papier, on est dans un élément philosophique global qui est de se dire, est-ce que le papier, à terme, pas va disparaître, puisque ce sujet-là, je pense qu'il est plié, ça ne disparaîtra pas. Mais est-ce que le magazine papier ou le journal papier n'est pas un produit de luxe, n'est pas un service qu'on rend et donc qui doit avoir un prix, sachant qu'on est quand même dans une industrie qui, depuis des années, a quand même pas mal de paradoxes. Le premier, c'est que pour vendre plus, il faut vendre à perte principalement, et c'est le cas de beaucoup de médias, journaux, magazines. Le prix de vente ne couvre pas le coût de production dont le papier fait partie des grands coûts. Et après, on est quand même sur un certain nombre d'industries dans des choses qui n'étaient pas tout à fait normales et qui finalement sont rectifiées par la crise. Je prends par exemple la presse féminine. La presse féminine est plutôt un produit, entre guillemets, de luxe, en tout cas en termes d'annonceurs qui souhaitent attirer. Et depuis des années, c'est une course à la baisse des prix. C'est-à-dire qu'on doit vendre un produit de luxe le moins cher possible pour faire du volume et pour attirer des annonceurs de luxe. Enfin, si tu as fait un premier ES, ça cadre pas. Il y a un truc qui va pas. Donc, l'un dans l'autre, encore une fois, comme dans toutes les crises, ça permet de rectifier certains paradoxes. Et ça permet aussi d'obliger à des réflexions. Est-ce que effectivement le magazine papier est un bien de grande consommation, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus haut de gamme? Et dans ce cas-là, il faut le contenu, le papier, tout s'adapte. Soit donc, meilleur et peut-être changer la périodicité. Il y a eu des impacts, vous avez sur certains magazines, suite à la hausse du coût du papier, changer des périodicités ou arrêter des éditions papier? Non, pas du tout. Non, pour le coup, non, puisque encore une fois, mais c'est la même chose que pour les lancements. Je pense qu'il y a des choses à tester. Il faut tester en live des mouvements de prix, des mouvements de qualité. Enfin, il y a plein c'est un peu comme dans tous les sujets, mais tu as plein de leviers, tu as plein de choses que tu peux faire évoluer avant d'en arriver à la problématique de périodicité. Sachant qu'en plus de ça, on a quand même une chance. Il y a une augmentation du prix papier, mais on est quand même le plus gros groupe en termes de volume d'abonnés à nos magazines papier, ce qui fait qu'en fait, on a quand même une stabilité économique sur cette partie-là, qui fait que quoi qu'il arrive, on a quand même des gens à servir qui payent pour du contenu et qu'il va falloir continuer à délivrer. Donc, tu peux pas te permettre. Ils sont abonnés aussi sur une certaine période, donc tu as un peu de temps, entre guillemets, pour pouvoir ajuster ta stratégie. C'est pas du jour au lendemain, ça s'arrête en kiosque. C'est l'avantage de la structure de nos revenus sur la partie print, c'est qu'elle est très orientée sur l'abonnement, quand certains de nos concurrents qui font les mêmes volumétries sont beaucoup plus orientés sur la vente en kiosque, ce qui nous a quand même pas mal permis de passer le Covid de manière un peu plus positive, puisque effectivement, on n'avait plus ce sujet de les kiosques fermés, etc. Et ce qui nous permet aussi de pouvoir prendre des décisions assez calmement par rapport à des évolutions sur le marché, que ce soit sur les coûts des matières premières ou sur d'autres sujets. Et donc ça, cette partie abonnement, elle est surtout venue, encore une fois, de ce rachat de Mondadori. Vous étiez historiquement plutôt modèle gratuit, très pub, très tech, on en reparlera un peu tout à l'heure. Mondadori, c'était donc il y a 2 ans, c'était tout chaud, c'était chaud ce dossier. Je rappelle le contexte, notamment sur Science et Vie, c'est un peu cristallisé, c'était le méchant Reworld qui aime pas les journalistes. Je caricature exprès, mais tu me reprendras avec cette crainte, c'est cette vague de démission chez Science et Vie. Quel bilan tu tires de l'intégration de Mondadori? C'était un bon move, c'était pas un bon move? Comment vous en êtes en termes de RH aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore de la défiance? Quel bilan 2 ans après? Alors, est-ce que c'était un bon move? La réponse, c'est oui, c'était un super move, puisque c'était des marques qui, pour la plupart, allaient bien, mais qui avaient quand même une grosse carence de revenus sur le digital. Donc ça, c'est le move le plus positif. Ça, j'insiste là-dessus. Aucune marque rachetée
dans le portefeuille de Mondadori ne se sont arrêtées. Elles ont toutes plutôt été dans une logique de développement sur le digital, développement sur pas mal de choses, puisqu'on a lancé aussi des chaînes de télé. Enfin, globalement, les marques ont quand même énormément grandi. C'était un très bon move aussi, puisque ça nous a permis de rééquilibrer, on va dire, les revenus B2B et les revenus B2C du groupe, puisque effectivement, du fait de ce gros portefeuille d'abonnements, ça nous a permis de remettre le client final au cœur de la stratégie et de pouvoir développer un certain nombre de choses sur la partie B2C, c'est-à-dire faire payer des gens pour quelque chose, du contenu principalement. Donc ça, c'était ultra positif. Et après, sur les sujets RH, concrètement, on a passé très peu de temps à le commenter. On nous l'a pas mal reproché de pas suffisamment réagir quand effectivement il y avait les sujets autour de Sciences & Tu me Vie, disais il y a etc. 2 ans que vous étiez vraiment tu reconnaissais que vous étiez pas bon en com, etc. Toi, t'es pas mal intervenu, mais pas forcément pour parler de ces sujets-là. Là-dessus, vous avez tiré des enseignements. Tu penses que vous êtes amélioré là-dessus? Je sais pas si on s'est amélioré. En tout cas, la réalité des choses, c'est qu'on part du principe que on préfère exécuter, donner des preuves de ce qu'on fait plutôt que de commenter ou de discuter. Donc là-dessus, on n'a pas forcément évolué au sens où on n'a pas de volonté particulière d'avoir une communication forte. Après, quand il y a des choses qui dépassent le cadre de la loi, on opère les réponses qu'il faut par rapport à tout ça. Mais en l'occurrence, en termes de communication, non, parce que je pense que, encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que des marques comme Sciences & Vie se sont développées, n'ont jamais eu autant d'abonnés qu'aujourd'hui, se sont diversifiées, les revenus sont bons, on a créé de l'emploi. Donc, à un moment donné, après, c'est une philosophie, c'est un axe principal de discussion. À chaque fois qu'on parle de Reward Media, on Ouais, demande bien sûr. qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit de vous, etc. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, avant l'intégration d'Unify, ça reste une boîte qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 1200 salariés, qui est très rentable. Donc, on pense que globalement, les résultats valent autant que les mots qu'on pourrait employer. Après, on a créé beaucoup d'emplois ces dernières années. Tu étais justement, par exemple, chez Mondadori. Alors, j'ai pas écrit la question, mais il y avait combien de salariés avant? Il y en a combien maintenant? Vous avez recruté chez Mondadori? Alors, j'ai pas les statistiques exactes, donc je vais avoir du mal à te répondre, mais on a recruté globalement chez Reward Media, là où, quand l'acquisition s'est faite, il y avait le côté Reward Media prend possession d'une entreprise qui s'appelle Mondadori, qui était numéro 3 de la presse magazine. Aujourd'hui, on réfléchit absolument plus comme ça, c'est-à-dire qu'on a des marques, on a des audiences et on a des personnes qui travaillent dessus, donc qu'elles aient été recrutées directement dans Mondadori ou ailleurs, ou chez Reward, pour nous, c'est Reward Media et c'est Reward Media. Et pour répondre à ta question, pour quelque chose qui me concerne personnellement, l'année dernière, on a recruté quasiment 200 personnes sur les activités digitales et elles sont venues effectivement, pour un certain nombre d'entre elles, remplacer des postes qui étaient des postes plutôt print de l'époque de Mondadori, et au final, numériquement, on doit être à peu près kiff-kiff, mais c'est plus du tout les mêmes profils. Voilà, c'est le sujet. Et enfin, c'est pas que j'insiste pour que je tire le fil. Les gens chez Mondadori se sentent maintenant faire partie de Reworld. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'il y a toujours cette défiance? Clairement, je pense pas. Non, enfin, honnêtement, non. T'y vas souvent là-bas? Oui, c'est pas là-bas puisque les équipes sont mixées. On a 2 sites dans lesquels Reward Media sont répartis, mais il n'y a pas les équipes de Mondadori d'un côté et les équipes de Reward de l'autre, c'est par corps de métier. Donc les personnes sont déjà mixées, donc des anciens de Mondadori, j'en ai dans mon équipe au digital, il y en a un peu partout. Et globalement, oui, ils sont contents. Beaucoup d'éditeurs, beaucoup de directeurs de rédaction de marques anciennement de Mondadori ont fait pas mal de lancements. On parlait des lancements tout à l'heure, mais des marques comme Dami Déco, des marques comme Mission Patrimoine, etc., sont toutes aujourd'hui managées par des équipes qui sont des anciennes équipes de Mondadori. Enfin, Mondadori, je pense, et je le pense sincèrement, et on l'a dit à toutes les équipes quand on a fait l'acquisition, je pense que c'était de loin une des 2 meilleures équipes sur le print en France. Et quand on a des éditeurs de cette qualité, des rédacteurs en chef de cette qualité, des journalistes de cette qualité, en fait, ce qu'il faut donner à ces gens-là, c'est une vision et la possibilité d'exprimer leur qualité sur peut-être d'autres choses que ce qu'ils faisaient depuis des années. Donc, je pense sincèrement que les gens sont contents, et quand on voit effectivement que certaines personnes avaient une marque dans leur périmètre et que elles en ont lancé 3 au cours des dernières années et qu'elles s'éclatent là-dessus, c'est quand même c'est top, quoi. Ouais. Faisons un petit focus toujours sur Sciences & Vie. Au moment où on se parlait il y a 2 ans, vous lanciez l'offre payante. Ouais. Et je crois qu'il n'y avait pas encore eu le lancement d'Epsilon. Pour dire les choses, il y a des gens, vous avez recruté parce que tous les papiers dans la presse disaient que tous les journalistes avaient démissionné. Là, aujourd'hui, il y a de nouveau des journalistes qui sont chez Sciences & Vie. En fait, déjà, tous les journalistes n'avaient pas démissionné. Donc c'était un peu exagéré. C'était un peu exagéré. On va pas rentrer dans l'organisation, mais ça fait partie des magazines
où les personnes qui sont salariées sont souvent des personnes non écrivantes et elles animent des rédactions faites de pigistes, de spécialistes. Sciences et Vie, c'est quand même une centaine de thématiques traitées et c'est très difficile d'avoir une rédaction interne, avec une centaine sûr. de spécialistes, sachant qu'en plus de ça, des fois les spécialistes sont plutôt des personnes de la société civile, des chercheurs ou autres, ils n'ont pas vocation à devenir journalistes dans de la presse scientifique. Donc non, les personnes, les journalistes ne sont pas tous partis, ça c'est un point. D'ailleurs, la direction de la rédaction aujourd'hui est opérée par des personnes qui étaient là avant toutes ces démissions et tous ces départs. Et ensuite, effectivement, on a recruté, on a des équipes qui sont là pour produire le magazine. Pour la plupart, c'est les mêmes personnes qu'avant. Hein, donc ça, c'était aussi un petit biais de communication, je pense, que de penser que tout le monde était parti et que je pense que l'image était marrante de se dire, OK, il doit plus rester personne dans l'open space, etc. Oui. Mais en fait, dans les faits, il restait quand même beaucoup de monde encore. Et donc, du coup, non, le magazine se porte bien. On continue à avoir, on parlait de l'offre d'abonnés numériques, elle continue à se développer. Et globalement, tout se passe bien. Bon, y a pas Le lancement d'Epsilon a eu un impact sur les ventes de Sciences et Vie ? Concrètement, sur les ventes du magazine, je pense un tout petit peu, mais c'est pas quelque chose d'énorme. Et sur le digital, pour le moment, ils n'ont pas d'offre digitale, donc on voit pas d'impact particulier. Si, ça a eu l'impact je pense, un impact en tout cas positif de remettre l'actualité scientifique au centre du débat. C'était intéressant. Après, chacun a une offre éditoriale différente et on se réjouit en général tout le temps de la création de nouveaux titres. Ça veut dire que globalement, le secteur est florissant. C'est vrai, c'est une manière de voir les choses, le verre à moitié plein, en tout cas. Toujours dans les, alors on quitte un peu Mondadori, hein, mais il y a eu beaucoup vous avez racheté récemment Psychologie. Ouais. Vous s'en est où ? Alors c'est assez récent, hein, donc je pense que vous êtes dans les opérationnels, ça y est, vous avez pris un peu la main quelque part. Et ça, c'est un gros dossier. Psychologie, il a pas mal évolué. Je crois que vous l'avez racheté à un consortium belge, de mémoire, 4B. Comment ça se passe ? Est-ce que tu retrouves ton expérience de Mondadori ? Alors je dis ton expérience, mais votre expérience de Mondadori fait que ça se passe bien, mieux. Je sais qu'il y a pareil, forcément une inquiétude quand tu vois que c'est Reworld qui te rachète. Ouais, alors non, mais c'est un dossier qui est savoir en plus qui nous tient à cœur parce que dans l'histoire de Reworld, il y a pas mal d'années, on avait racheté un certain nombre de titres à Lagardère dont Psychologie aurait pu faire partie à l'époque, donc c'est assez marrant de se retrouver sur la même marque quelques années plus tard. Donc voilà, après c'est des acquisitions et ça a des implications opérationnelles, techniques, etc. Mais le socle d'accueil de ce genre d'acquisition, quand je parle de socle d'accueil, c'est les compétences, les outils, le savoir-faire, etc. Et là, ça nous permet effectivement d'exécuter les choses très rapidement. C'est-à-dire que quand tu fais le rachat d'un dossier comme ça, dans les semaines qui viennent, tu commences à travailler l'opération du digital avec les équipes en place. Tu as des espèces de synergies de coûts et d'outils qui se mettent en place sur le print. Donc, je pense que toutes les équipes, en tout cas de Psychologie, ont vécu ça comme plutôt quelque chose de bénéfique parce qu'il restait quand même un éditeur indépendant dans un coin avec tous les effets dont on s'est parlé externes pour lesquels c'est difficile de réagir. Enfin, quand tu as un éditeur tout seul, que tu as un seul site internet, quand il y a un changement sur les cookies, en fait, tu es tout seul avec tes petites mains pour pouvoir le faire. Quand tu as le papier qui augmente, en fait, là où ça augmente de, je sais pas, 70% pour un gros acteur, chez toi, ça fait x3. Enfin, globalement, ils étaient quand même dans une logique où ils commençaient à sentir que c'était un peu le bout du modèle de l'indépendance et que c'était compliqué. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand tu fais ce genre d'acquisition, il y a toujours des interrogations individuelles, collectives, de dire qu'est-ce que ça va être le futur de la stratégie, qu'est-ce qu'on va mettre en place, comment ça va se mettre en place. Certaines personnes sont là depuis des dizaines d'années, donc elles ont toujours des questions sur le changement et c'est absolument normal. Et après, nous, notre but, et c'est le but dans chacune des acquisitions qu'on fait, c'est de donner le plus de vision possible sur comment on va développer la marque. Et là, pour le coup, Psychologie est une marque incroyable. Ils ont une régie qui est impressionnante. Enfin, je pense que ça doit être la régie qui a le mieux tenu ses prix de page publicitaires en France. Enfin, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait tout seul. Et je pense que là, grâce à quoi tu penses aux personnes qui je pense sont là depuis longtemps, à la qualité du magazine, aux personnes vraiment. Enfin, moi, je trouve cette régie impressionnante, notamment sur les sujets de print. Enfin, tout le monde est morose et enfin, ils ont tenu quand même la baraque de manière assez impressionnante. Et après, par rapport à la singularité éditoriale et du produit éditorial qui est proposé, je suis désolé de parler de produit, mais c'est le mix global entre le magazine dans son fond et dans sa forme qui font que tu as la possibilité d'aller voir des annonceurs en disant ça coûte cher de travailler avec moi. Donc ça, pour le coup, je trouve qu'on a pas mal de choses à apprendre et là, on est plutôt dans une logique, j'aime bien parler à chaque fois de fusion inversée, qui est de dire on va chercher un peu le meilleur de tout le monde et on essaie de le diffuser partout. Je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre de la commercialisation print, notamment de Psychologie. Après, comme beaucoup d'acteurs,
pour des raisons de moyens plus que pour des raisons de personnes, parce qu'ils avaient quand même des équipes qui étaient top. Le digital, c'est pas développé. Et là, pour le coup, tu parlais de similarité avec Mondadori. Quand on récupère Psychologie, sort d'une année où l'audience a été divisée par 2 parce qu'ils ont subi des changements d'algo de plein fouet et qu'ils n'étaient pas équipés techniquement et humainement pour pouvoir l'anticiper et le faire évoluer. Et donc, c'est là où c'est hyper intéressant pour nous de se dire, OK, on va remettre de la compétence digitale et des moyens digitaux pour pouvoir accélérer et faire en sorte que, je sais pas les chiffres exacts, mais en général, dans ce genre de titre, le digital, ça pèse 5 à 10% des revenus et le reste est sur le print. Quand tu dépends à 80 ou 90% d'un modèle qui est en légère décroissance depuis 20 ans et que tu n'arrives pas à créer le modèle d'après, c'est plus compliqué. Donc là-dessus, aujourd'hui, c'est récent, mais ça date quand même d'avoir été. On a déjà les mains dans l'opérationnel sur la partie digitale. On attend des magnifiques médiamétries pour l'été, puisqu'on a réussi à quasiment tripler l'audience du site en quelques semaines avec de la méthodologie, des outils, etc. Donc on est clairement sur... la ligne directrice qui est la nôtre à chaque fois qu'on fait l'acquisition de ce genre de marque, sachant que, et on n'en a pas discuté, mais nous, on opère, en vrai, on opère un triptyque, on opère de l'audience, du contenu et une marque. Et à partir de ça, on peut créer plein de modèles B2B ou B2C autour de ces sujets. Donc là, on parle du digital et du print, mais la stratégie de diversification sur un Psychologie Magazine, c'est du pain béni. Il y a plein de choses à faire. Plein de choses, livres, télé, podcast, service à la personne, c'est illimité. Et Vous avez un service psychologie de petites annonces autour des psys. C'est ça, une espèce de Doctolib des psys qui a priori marchait pas trop. Alors ça c'est top et ça va on se parle d'opérer triptyque et de faire du B2B et du B2C, mais sur la partie B2B, c'est rendre des services aux annonceurs et proposer les meilleurs produits, services, audience, segmentation qui peut permettre à un annonceur de se projeter dans le fait de faire des dispositifs publicitaires avec toi. Et sur le B2C, c'est là où le terrain de jeu il est totalement illimité. C'est-à-dire que quand tu as une marque et que tu es sur un secteur bien spécifique, tu peux réfléchir à plein de choses. Et le service, beaucoup d'acteurs se sont mis dans le e-commerce. Je pense qu'il y a peu d'acteurs qui ont craqué, en tout cas médias qui ont craqué le modèle e-commerce. Faut bien l'intégrer, faut bien y réfléchir, il faut bien l'intégrer. Il suffit pas de brancher le marketplace, etc. Mais par contre, les services, je pense qu'il y a un vrai boulevard là. Tu peux passer de Vous avez quelques idées là-dessus ? Ouais, on a quelques idées. On opère déjà à l'intérieur du groupe un service qui s'appelle Thérapie, qui est un service de consultation psy à distance. Donc, on profite des sujets de téléconsultation, également de l'évolution du cadre légal pour pouvoir développer ce genre de service. T'as les sujets, en fait, Doctolib et naturopathe. Il y a un peu... Ouais, j'imagine que vous avez dû voir ça, faites attention. Il y a un cadre légal et voilà, mais après... il y a des équivalents de Doctolib qui existent sur les médecines parallèles. Il faut juste classer les trucs au bon endroit. C'est un peu le sujet. Et après, des fois, la part des gains fait qu'on fait des petits pas de côté qui, de temps en temps, ne sont pas forcément compris. Mais dans les faits, on a un service comme ça qui fonctionne très bien. Et à partir du moment où tu prends une verticale éditoriale, thématique qui va dans cette direction et que tu es capable de créer un service qui colle avec l'ADN, qui peut intéresser l'audience et qui est d'un niveau de qualité suffisant, tu as des axes de développement qui sont assez forts. Donc, comme on fait de la presse, tu le disais, thématique et verticale, ça peut s'appliquer quasiment à toutes les verticales sur lesquelles tu travailles. Bien sûr. Tu peux faire une téléconsultation pour faire un diagnostic de ta voiture demain, j'en sais rien. Ça peut être une option, ça coûterait moins cher que le garagiste. Mais, en tout cas, il y a des trucs à faire. Melty. Aussi, tu vois, on pourrait faire un épisode qui dure longtemps, mais Melty, c'était en novembre de l'année dernière, donc pour entre guillemets rajeunir l'audience un peu de Reworld. Ce qui m'intéresse là-dessus, alors j'imagine que tu vas me dire que c'est un succès, parce qu'en fait je pense que c'était plutôt en perte de vitesse. Melty, sur le papier, c'était pas un bête de dossier. Ça gagnait pas beaucoup d'argent. Ça en perdait beaucoup. Ça en perdait beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que vous avez fait sur les réseaux, ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sur Twitch. C'est quand même un truc qui vous permet, d'aller explorer. Et dans l'épisode d'il y a 2 ans, tu disais, que t'attendais un peu des évolutions sur Twitch, sur des nouveaux formats, etc. C'est le cas avec Melty. Vous faites des trucs assez cool que tu peux nous raconter. Non, c'est top. Dans l'acquisition de Melty, tout le monde l'a un peu résumé en disant ça va rajeunir les audiences de Reworld. Bon, les audiences digitales étaient déjà assez jeunes, mais concrètement, on est plutôt allé chasser, on va dire, 3 points principaux et on les opère aujourd'hui. On arrive à les diffuser. Le premier, c'était de mettre un premier pas de manière un peu industrielle dans le modèle économique de l'adbreak. Pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est le fait de produire du contenu diffusé sur les plateformes sociales et d'opérer un partage de revenus avec les plateformes, donc avec Facebook, Snapchat, etc. Donc Melty,
en tant qu'une des premières marques à être allée sur Snapchat, avait un modèle économique qui était assez rodé, assez intelligent sur ce sujet et qui était un modèle que nous, on n'arrivait pas à craquer chez Reworld. Et donc, cette acquisition nous a permis de bien le comprendre et de pouvoir en faire un axe de développement sur nos marques médias. Nous, on appelle ça les revenus déportés. Le deuxième axe, c'était effectivement de rajeunir l'audience et de mettre la main sur un média qui était plus social que digital au sens site web. Donc ça, c'est la partie intéressante qu'on a continué à déployer. Il y a eu quelques learnings, mais ça permettait juste principalement d'aller adresser une nouvelle cible. Et le troisième axe qui était important pour nous, c'était de mettre un pied dans le gaming, qui pour le coup était un secteur sur lequel on n'était pas du tout, qui vit une hégémonie de Webedia depuis pas mal d'années. Et ça nous permettait de mettre la main sur deux belles marques. La première, c'est la crème du gaming. Qui est un peu votre plateforme qui réunit... Ouais, qui est notre plateforme et qui avait été montée comme une sorte de pure player social du gaming et qu'on a... on se refait pas par rapport à nos expertises, mais qu'on a amené aussi sur le digital classique pour avoir vraiment une plateforme. Et il y avait également... un site internet qu'on va appeler de gaming d'utilité qui est Super Solus, qui est le site internet où on trouve toutes les solutions quand on est bloqué sur un jeu. Et ça cochait bien au moins 2 cases de ce secteur qui était, on va dire, le casual gaming, c'est-à-dire les joueurs de tous les jours qui sont pas les hardcore, etc. Et le côté serviciel du jeu vidéo avec Super Solus. Donc, on voyait ça comme une base et entre-temps, on a racheté d'autres marques dans le domaine du gaming. On voyait ça pour pouvoir aller dans ce domaine-là, qui est un domaine hyper intéressant parce qu'il est très interconnecté avec les plateformes dont tu parles, notamment Twitch, et qui est un domaine extrêmement intéressant parce que, outre le marché captif des annonceurs que sont les éditeurs de jeux vidéo et de consoles, il y a quand même une grosse interrogation de tous les acteurs du marché autour de ces sujets. Enfin, je sais pas si on peut faire un gros paquet là-dessus, mais si on prend le gaming et le Web3, c'est un peu le gros point d'interrogation de toutes les marques de luxe de voitures, etc. Et le fait d'être présent éditorialement dans ce secteur, ça nous semblait être quelque chose d'important. Donc, aujourd'hui, la situation économique de Melty est beaucoup plus saine. Donc ça, c'était le premier point, parce que pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services, il faut se mettre dans ces conditions. Après, c'est comme c'était déjà un pure player, donc il y a peut-être pas la même marge de progression que une marque de Mondadori très connue, qui est un peu ce que vous aimez. Grosso modo, historiquement, c'est une marque très connue, forte sur le print, mais un peu nulle sur le digital. J'exagère un peu, mais là, pour la première fois, vous allez sur du pure player, qui certes pas de manière fantastique, mais tu fais pas un x10 non plus. Non, tu fais pas un x10, mais concrètement, mine de rien, alors déjà, pour parler des marques, les marques pure player créées au début des années 2000, ça commence à être les nouvelles marques médias historiques. Et le rachat d'Unify va dans ce sens, parce que au féminin, Marmiton, etc. Marmiton est dans le top 10 régulièrement des marques les plus connues en France, et pourtant c'est un pure player. Donc concrètement, il y a quand même ce logique de marque. Melty jouissait d'une image incroyable autour des jeunes, de la marque qui avait tout compris sur les jeunes pendant des années. Entre-temps, il y a des Combini, des Brutes, etc. qui ont émergé. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les gens vont sur Melty. Je connais personne qui va sur Melty. La marque a vieilli avec ses audiences. Donc, concrètement, effectivement, oui, il y a des gens qui y vont, mais qui étaient les jeunes il y a quelques années et qui sont un peu moins jeunes aujourd'hui. Et c'est là où des marques comme Peaches ou la crème du gaming, qui étaient des marques créées dans le cadre du périmètre Melty, elles s'adressent réellement à cette cible jeune. Ensuite, pour répondre à ta question sur on multiplie pas les revenus, en fait, dans les faits, on revient toujours à la même problématique du média indépendant. C'est que tes conditions de monétisation, elles sont meilleures quand tu es un grand groupe que quand tu es un indépendant. Tes conditions de relation avec les plateformes sont meilleures quand tu es un grand groupe que quand tu es un indépendant. Pareil avec les agences, pareil avec tu mutualises tes services. Donc non, tu fais pas du x10, mais concrètement, tu branches ta technologie de monétisation sur un site, même s'il est pure player. Tu as quand même des uplifts de revenus qui sont intéressants. Tu remets des moyens pour pouvoir développer plus de contenu, tu peux augmenter l'audience. Donc, il y a quand même des impacts non négligeables en termes de rentabilité, de chiffre d'affaires quand tu plugues un peu tout l'outillage et toute la boîte à outils Reworld Media sur des acteurs comme ça. Ok, je reviens là sur les Twitch, YouTube, qui sont des vrais cartons en termes d'audience. Chez Jeune, je crois, encore un article ce matin, je crois notamment YouTube, avec les shorts, etc. C'est un énorme carton chez les ados. Vous faites des opérations, tu as des choses à nous dire là-dessus, parce que c'est assez nouveau pour vous, vous étiez assez peu là-dessus. De manière concomitante, alors c'est un hasard, mais de manière concomitante avec le rachat de Melty, on avait décidé de lancer une entité vraiment dédiée à la monétisation et à la production de contenu sur les réseaux sociaux. C'est une entité qui s'appelle Social Playground. Chez Reworld Media, on a ce qu'on appelle des speedbots, c'est-à-dire que quand il y a une thématique qu'on
qu'on n'adresse pas correctement, on va trouver quelqu'un qui sait le faire beaucoup mieux que nous et on va dire vas-y, on monte une boîte ensemble et on y va. Et c'est le cas avec Social Playground. On a la chance de travailler avec une personne qui s'appelle Pierre-Étienne Boilard et qui est dans cette industrie du social depuis des années. C'est lui qui avait monté MAD chez Madame Figaro, par exemple, et qui connaît très, très bien le business. Et on lui a dit, OK, on est très en retard sur le sujet. On a des assets, on a des marques, on a des comptes, on a des volumes de fans. Mais à un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure sur ce sujet-là. Et donc, on lui a confié le fait de pouvoir accélérer là-dessus. Et c'est hyper intéressant parce que au final, la vision qu'on a de ces plateformes, qui est de dire, OK, on y fait de l'audience, mais les revenus, c'est pas toujours ça, ou ça coûte cher de faire du contenu, etc., commence à se clarifier et à répondre à des problématiques de pragmatisme. Et on commence à sentir qu'il y a 2-3 modèles économiques, un peu à la manière des sites internet où tu as le display, la programmatique et les opérations spéciales. Tu commences à avoir des modèles économiques qui sont associés à ces plateformes, qui te permettent de laisser entrevoir que tu puisses avoir une approche industrielle en tant que groupe média sur cette partie-là. Mais vous n'avez pas encore craqué le code totalement pour industrialiser cette monétisation, quoi. Ça reste... je suis pas sûr que c'est pas aussi mécanique que des problématiques de programmatique. On est devenu très bon technologiquement, etc. Mais il y a quand même des approches. Il n'y a pas que nous qui permettent d'avoir une rentabilité sur ces activités-là. Ok, très clair. Sur le gaming, donc là, je sens que c'est un axe très fort. Et tu parlais de Webedia qui notoirement, alors en vente. Vous avez regardé de certains. Alors je sais pas si ça peut être fait par lot, parce que enfin je pense forcément à jeux vidéo où ils sont très bons. Millennium, ils ont des belles marques, des beaux assets qui sont quand même des vraies références dans le jeu vidéo. Vous regardez? On regarde tous les dossiers qui se présentent, donc voilà. Donc si un jour il y a le dossier de Webedia qui se présente comme n'importe quel autre dossier, on y jettera un coup d'œil si on pense que c'est intéressant, que c'est au bon prix, que ce sont des bons assets. Mais ce qui s'est pas présenté le dossier de Webedia? Pour le moment, je sais pas. Non, je peux pas te répondre à ça. Tu peux pas répondre à ça? Non. Parce qu'il y a des belles marques quand même. Il y a des belles marques. En termes de rachat, vous êtes sur le point de racheter Unify à TF1. Ça a été annoncé là cet été pour un montant de 60 millions d'euros, c'est ça? Le montant, on peut pas le commenter. Je crois que c'est un an de chiffre d'affaires. Comment? Un an de chiffre d'affaires à peu près. De Unify. Ouais, là-dessus, je peux pas te répondre. Ouais. C'est bien dommage parce qu'il y a des belles synergies quand même, il y a des belles marques. Tu peux rien dire sur Unify pour le moment? C'est un peu compliqué parce que c'est ce que indiquaient les communiqués au moment de l'acquisition. L'acquisition est signée, mais comme toute acquisition d'entreprise faisant plus d'un certain niveau de chiffre d'affaires, il y a l'autorité de la concurrence qui doit regarder. Et donc, du coup, l'autorité de la concurrence est en train de regarder le dossier, doit rendre un avis avant qu'on puisse l'opérer. Donc, c'est une période un peu particulière parce qu'on est propriétaire d'une entreprise et on attend un avis externe pour pouvoir commencer à travailler dessus. En tout cas, on a déjà pas mal d'idées sur les choses intéressantes à mettre en place. Sinon, on serait pas allé faire cette acquisition. Mais pour le moment, non, effectivement, on peut pas commenter. On peut parler du périmètre, mais on peut pas forcément commenter le futur sur ces sujets-là. Parce que ça vous ferait presque doubler en termes de... Ouais, en termes d'audience, ça nous permet, on en revient à des chiffres, mais ça nous permet d'avoir un reach extrêmement important et surtout d'avoir une position sur le marché assez particulière, puisque on va se retrouver à avoir beaucoup d'audience, mais en étant un des plus gros opérateurs en volume de sites internet. Et ça correspond bien à ce qu'on sait faire, à savoir avoir la capacité à opérer des verticales. Donc là où certains acteurs du marché, je pense à des Vivendi, des Prisma, des groupes Figaro, font beaucoup d'audience avec une dizaine de sites internet, on va se retrouver à avoir des audiences qui sont assez similaires, sauf que nous, on va en opérer 80 ou 90. C'est ça. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on arrive concrètement quasiment au même résultat, mais pas de la même manière. Donc, mais ça correspond bien à notre ADN et ça correspond bien aussi à ce qu'on aime bien faire, c'est-à-dire vraiment mettre les mains dans les modèles économiques et dans les réalités de chacune des marques indépendamment. Et c'est comme ça, je pense qu'on opère les choses correctement. C'est plus facile à faire pour nous que pour un gros acteur de la télévision, par exemple. Probablement, qui doit se recentrer aussi, enfin on le sait, TF1, on en a parlé, le projet de fusion avec l'autorité de la concurrence aussi, qui doit être pas mal occupé avec TF1. C'est pas évident, hein, gérer des sites internet en tant qu'éditeur comme on l'est et comme d'autres acteurs sur le marché le sont. C'est l'addition d'une quarantaine de modèles économiques, donc faut être mindseté, être organisé pour aller opérer tous ces modèles économiques à la main. Et en fait, c'est en vrai nos modèles économiques, c'est plein de petits ruisseaux qui font la grande rivière, quoi. Donc à un moment, quand à côté de ça, tu es opérateur d'un modèle économique massif, majeur, qui rapporte des milliards,
c'est compliqué de se mettre dans l'état d'esprit, dans l'organisation, de pouvoir aller rentrer dans ce niveau de détail. Oui, et puis surtout quand tu as de la concurrence, on parle tu vois, de Netflix, d'Amazon, etc. Effectivement, à un moment donné, tu dois choisir tes combats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu regardes en Europe, il y a très peu d'acteurs de l'audiovisuel qui ont réussi à opérer des modèles économiques de pure player ou de digital. C'est concrètement pas les mêmes métiers. Ouais. Et est-ce qu'il y a des équivalents de Reworld Media en Europe, déjà? Alors, toute proportion gardée, il y a Future en Angleterre, UK, qui s'est d'ailleurs créé quasiment en même temps que Reworld Media, donc c'est marrant, ça fait partie des modèles qu'on regarde. C'est bon en e-commerce aussi. C'est très bon en e-commerce, c'est très bon en content to commerce, qui est le modèle économique en pleine explosion en ce moment. On aura peut-être le temps d'en parler rapidement, mais ça fait partie des gros axes de développement de ces acteurs-là. Ils ont la chance d'être quand même sur des marchés anglophones, ce qui leur permet quand même de toucher les États-Unis nativement, ce qui leur permet d'avoir une base de marché énorme. Et après, alors c'est toute proportion gardée parce qu'on est minuscule par rapport à ces acteurs, mais ce que fait un Axel Springer en Allemagne, c'est incroyable. Enfin voilà, donc vous êtes minuscule à côté d'eux? Bah, ça reste une boîte énorme. Axel Springer, c'est des milliards d'euros de chiffre d'affaires quand nous on fait un demi-milliard. Donc voilà, mais c'est des boîtes qui sont clairement des exemples pour nous. Parce que pour Future, ils ont une trajectoire assez similaire à la nôtre, et pour Axel Springer, c'est le modèle, je pense que tous les groupes médias devraient suivre en Europe. Ouais, mais bon, après, tu peux te dire que le content to commerce, c'est important, mais avant de réussir à le mettre en place en termes d'intégration, d'UX, de modèles, de compétences, etc. C'est des gros sujets, quoi. C'est pas évident à mettre clairement, en place. Et le premier qui le craquera sur le plan industriel arrivera à le faire, sauf que effectivement, c'est pas juste j'ai une technologie, je claque des doigts et je la pousse sur un site et je gagne plein d'argent. C'est, comme tu le disais, une combinaison entre l'UX, le contenu et la technologie. Mais le premier qui opérera le triptyque correctement, on est sur un marché qui, à mon sens, est beaucoup plus important que le marché publicitaire classique comme on le connaît aujourd'hui. Puisqu'on met un pied dans ce qui s'appelle la performance, et la performance, c'est quand même beaucoup plus gros que le branding ou le awareness, en tout cas en termes de volume d'investissement. Donc, le content to commerce, c'est un gros sujet, c'est un enjeu chez tout le monde. Vous avez des expériences, des choses concluantes là-dessus. C'est quoi votre projet autour du content to commerce qui marche le mieux aujourd'hui, qui est le plus concluant? Nous aujourd'hui, on a plus prometteur. Ouais, on a une cellule qui est dédiée au content to commerce dans le groupe, qui opère 3 corps de métiers différents. On a des data analysts parce que ça se passe beaucoup sur l'analyse des flux de e-commerce qui sont mis à disposition, leur taux de commission, leur attractivité par rapport au contenu, etc. On y trouve également des producteurs de contenu qui sont très outillés en termes d'outils à décision pour rapprocher au maximum l'internaute de son panier d'achat, parce que c'est là pour tout bien l'enjeu comprendre, du voilà, content to commerce. c'est quel contenu je vais faire que je sais va transformer parce qu'il y a une demande particulière là-dessus et que j'ai le bon partenaire qui me commissionne bien. Et que ça matche bien, etc. Et c'est important que ce soit fait de manière spécifique, visible à l'écran, etc. Et que ce soit pas, à mon sens, mixé à l'intérieur des rédactions qui, elles, pour le coup, ont un devoir d'autonomie sur le contenu qu'elles proposent. Et pourtant, on sait que plus c'est intégré nativement dans le contenu, dans le site, et mieux ça performe. Oui, clairement. Mais ça, c'est de l'intégration, on va dire, technique. Et ce qu'il faut, c'est que cette cellule s'entende très bien avec l'ensemble des rédactions. Et ça, c'est un point. Nous, c'est quelque chose qu'on a, à mon sens, craqué, puisque aujourd'hui, la personne qui pilote cette cellule-là est un ancien patron de rédac de nos sites. Donc, il a la compétence, l'expérience, il sait travailler avec les équipes, il sait ce qu'il doit produire en termes de contenu, etc. Et surtout, et je pense que ça, c'est un gros enjeu du content to commerce, il y a le sujet de l'UX et du template. On n'est pas là pour détourner l'attention, on est là pour parler de produits et faire en sorte que ces produits soient potentiellement achetés. Et donc, ça engendre des UX un petit peu différentes de pages. Et il se trouve que ces UX répondent quand même beaucoup aux guidelines des nouveaux enjeux des algorithmes de référencement. Donc les papiers, et je pense que c'est le cas chez pas mal d'éditeurs pour avoir discuté avec eux, plus ça va et plus les papiers qui sont produits dans une logique de content to commerce ont des audiences qui sont hyper intéressantes. Ça sont plutôt bien repris par les algos. Ouais. Un acteur qui serait très bon là-dessus, ou qui peut-être j'ai pas les chiffres, c'est les numériques par exemple, qui a nativement un coup à jouer, quoi. Ouais, les numériques et je pense qu'on peut le dire, un des leaders depuis des années de cette logique de content to commerce, sauf qu'ils l'ont fait de manière extrêmement intelligente, puisque
ils le font en rendant service à l'internaute, puisque ils ont quand même une certaine exhaustivité des produits qui sont proposés. Oui, avec des labos, des tests, une et caution. Ça n'engendre pas de modification de la ligne éditoriale. Donc les journalistes sont indépendants et derrière, on y met un outillage technique qui permet d'aller chercher des revenus. Donc effectivement, quand on parle de fusion inversée, dans les assets de Unify qui nous intéressent énormément, ils nous intéressent tous, mais c'est le fait d'apprendre des choses de la part de gens qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Et c'est ça l'humilité qu'il faut avoir à chaque fois que tu fais une acquisition, c'est d'aller identifier les choses que tu fais moins bien que ceux que tu acquiers, de manière à ce qui t'aide à le faire très bien à ton échelle globale. C'est clair. Et ça, c'est vrai que c'est le bon candidat, parce que, comme tu l'as dit, nativement, ils sont exhaustifs et il n'y a pas de tromperie, entre guillemets. Tu sais que on parle d'un produit, tu peux acheter ce produit, leur avis est bon et neutre. Et ce qui fait aussi, je pense que le content to commerce va être un axe de développement et déjà un axe de développement intéressant, notamment pour des groupes comme le nôtre, c'est qu'on est un des rares groupes à avoir une plateforme d'affiliation dans le groupe avec Trade Doubleur et que mine de rien, une partie du content to commerce passe par ces plateformes d'affiliation puisqu'on parle de performance. Donc ça permet aussi d'avoir de la data intéressante pour optimiser les choses et ça permet d'avoir aussi un contact direct avec le client final pour comprendre exactement ce qu'il attend de ce business et de l'améliorer pour répondre à ses attentes. Ouais, ça va être intéressant à suivre, ça, un peu cette évolution sur il y a je regardais quelques chiffres, mais aux États-Unis, il y a certains acteurs qui vont avoir des lignes de revenus en content to commerce à 100, 150 millions de dollars. Donc, à chaque fois qu'on parle des États-Unis, c'est beaucoup plus gros. Mais quand on est un acteur du digital et qu'on fait entre 100 et 150 millions de dollars sur une activité comme le content to commerce, on sent que ça peut être un levier supplémentaire, notamment dans un secteur où on sent que le display, la programmatique, etc. sont quand même bien attaqués par toutes les problématiques légales et techniques. C'est bien d'avoir un modèle économique émergent en plus bien sûr, dans sa manche. C'est de la diversification, c'est ce que tu disais, les petits ruisseaux, et ça peut être des beaux ruisseaux notamment. Clairement. Mais il y a du taf, et c'est pas, encore une fois, il suffit pas de brancher une marketplace, les exemples d'échecs sont nombreux là-dessus. Et une fois de plus, c'est pas un métier natif des groupes médias, donc il faut avoir les bonnes compétences, il faut aller chercher les gens à l'extérieur du périmètre de notre marché, et comme beaucoup de modèles économiques qui se développent, on parlait de l'abonnement, qui mine de rien, l'abonnement numérique, paywall, etc., ressemble beaucoup à du e-commerce. En fait, il faut accepter que les modèles économiques des groupes médias viennent de modèles économiques de secteurs d'activité. À partir de ce moment-là, on peut commencer à créer des lignes intéressantes. Voilà. Très clair et assez aligné avec toi là-dessus. J'ai juste 2-3 dernières questions, plus sur la gouvernance, savoir un peu comment vous êtes organisé en interne. Il n'y a toujours pas de CTO, par exemple, chez Reworld Media. Parce qu'il y a 2 ans, tu me disais, c'est toi le CTO, il n'y a pas vraiment de CTO, machin, etc. Donc, il y a historiquement Pascal Chevalier, Gauthier Normand, les cofondateurs, il y a Germain, je sais plus son nom de famille. Voilà, et vous êtes 3-4 personnes. Vous avez tous ces dossiers qui passent. Comment vous êtes un peu organisé sur tout ça? T'es le seul visible quelque part dans le marché à prendre la parole. Alors, j'ai peut-être pas suivi précisément les autres, mais comment vous êtes organisé un peu sur... on est bien organisé. Alors ça, c'est génial, c'est que globalement, on a, et ça c'est ce qu'on met en avant énormément, notamment quand on recrute des gens, c'est qu'on a un cycle de décision hyper court, c'est-à-dire que les personnes que tu viens de citer sont les personnes qui opérationnellement détiennent et opèrent l'entreprise. Donc ça nous permet d'avoir un cycle de décision beaucoup plus rapide que la moyenne. On en rigole, mais il y a beaucoup de décisions qui se prennent à la machine à café le matin, on discute 5 minutes, on teste un truc, voilà. Donc ça, c'est top. Après, il y a une gouvernance qui est un peu plus élargie. On est une société cotée, d'ailleurs. Notre site est hyper bien fait. Il y a la liste de tous les managers qui font partie de la gouvernance de l'entreprise et c'est top. Et plus ça va, et plus on se fait rejoindre par des profils d'entrepreneurs qui viennent, qui apportent des choses. Et ça, c'est hyper positif. Après, au niveau de l'organisation, effectivement, de manière... très classique. On a une directrice de régie qui s'appelle Elodie Bourtodo. On a des patrons de pôle en fonction des différentes business units, etc., etc. Après, sur les sujets relatifs à l'acquisition, et on nous regarde souvent un peu comme des ovnis, on n'a pas de cellules M&A qui regardent les dossiers, on les regarde nous, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que de se projeter en tant qu'opérationnel dans ce qu'on pourra faire plus tard pour éviter les échecs, parce que mine de rien, on fait de l'acquisition. On a l'impression que ça se fait comme ça en claquant des doigts en disant tiens, je rachèterais très bien une boîte, mais derrière il faut l'exécuter vite. Il y a des enjeux économiques, donc il faut quand même être
bien à l'aise et on voit beaucoup les dossiers que Reward Media fait, mais on voit pas tous ceux qu'on ne fait pas. Je pense que on doit en closer même pas 10% hein, de ce qu'on regarde pour plein de raisons différentes. Donc voilà. Et après, au niveau de l'organisation, en termes de gouvernance, effectivement, tu parlais du CTO, c'est toujours un peu le truc. Et peut-être que ça sera pas notre organisation future suite au rachat d'Unify, mais jusqu'à présent, effectivement, beaucoup de fonctions qui sont sacralisées dans les organisations de groupes médias, la technique en fait partie, la monétisation, la régie, etc., sont un peu plus mises au service d'opérationnel et du business. Donc aujourd'hui, effectivement, dans l'organisation de Reward, et peut-être que ça va avoir ses limites avec la nouvelle taille qu'on aura bientôt, mais les équipes techniques sont au service du business et elles sont un moyen qu'on active pour pouvoir développer des outils, développer des sites, etc., etc. Et à notre sens, ça ne nécessite pas de centraliser tous les enjeux techniques en un seul et même endroit. D'où le fait que certains postes comme celui-là n'existent pas chez nous. Voilà. Ok. Plus le futur, c'est quoi les prochaines aventures pour Reworld? Alors bon, là, il y a ces acquisitions, mais c'est quoi les futures aventures? Il y en a plein. Non, mais déjà continuer à faire ce qu'on fait, continuer à développer nos marques. Ça, c'est un point important. Je pense qu'on en fait un cheval de bataille très important. On pense qu'on n'est pas allé au bout de tout ce qu'on pouvait faire. Je pense que l'accélération dans le B2C, on parlait des services, etc., ça fait partie des gros enjeux. L'accélération dans les nouveaux modèles économiques comme le content to commerce. On parlait de l'adbreak tout à l'heure, sur des enjeux d'investissement forts. Et que du média? Parce que là, j'ai vu que vous aviez sorti un service d'assurance. Ouais. Donc là, on est un peu hors média. Alors, j'imagine que c'est alimenté par le média. On est toujours dans la logique du triptyque dont je te parlais. C'est-à-dire que sur le B2C, tu peux aller un peu plus loin que uniquement le média, puisque, par exemple, pour l'assurance, qui est un endroit où on se teste globalement, on peut aller chercher dans le triptyque la marque média, parce que si le produit est bien fait, l'estampiller avec une marque média, c'est une marque de confiance qui permet de parler à la bonne communauté. Il y a l'audience. On a quand même des bassins d'audience captifs assez importants. On arrive à vendre des assurances pour d'autres assureurs dans le cadre des campagnes de publicité, donc on doit réussir à le faire pour nous-mêmes. Ouais, bien sûr. Et après, il y a le contenu, c'est-à-dire qu'on peut rajouter dans nos offres pour les améliorer du contenu ou ce genre de choses. Donc, tu parles de l'assurance, mais la formation, ça fait partie des gros sujets chez nous. Et là, on rebondit toujours sur le même triptyque. Le contenu, il peut alimenter le contenu des formations. La marque, elle peut être un facteur de réassurance. Quel type de formation vous faites? Aujourd'hui, on fait de la formation dans pas mal de sujets. C'est du B2C, ça? Alors, il commence à y avoir du B2C. On commence à faire des choses autour du B2C, notamment autour des métiers dans le domaine de l'habitat, autour des métiers dans le domaine de la santé, etc., etc. On pense que, alors ça fait partie des projets qu'on a à côté de Reward. On pense que la formation est encore un secteur où il y a énormément de choses à faire, notamment sur la digitalisation, sur le branding, sur tous les sujets en fait qui sont un peu les mêmes que ceux de l'univers média. Donc ça fait partie des choses dans lesquelles on accélère pas mal. Donc le futur, il est là, et le futur, il est aussi dans les réflexions qu'on peut avoir sur l'international. C'est hyper intéressant. Ouais, je voulais te poser la question là. C'est quand même très franco-français. Alors je sais que vous avez des activités, vous êtes dans 12 pays, il y a machin, on avait parlé de l'Asie à l'époque, etc. Mais c'est quand même, Reworld reste quand même très français. Ouais, sur sa partie média. Après, sur la partie affiliation, le gros du business est quand même fait en Europe, notamment. Non, l'international, là, typiquement, dans le cadre du rachat d'Unify, dans le périmètre, alors, tout le monde a beaucoup parlé de Doctissimo, Marmiton et au féminin, mais il y a aussi des activités en Angleterre, notamment une super marque qui s'appelle NetMums, qui est un des plus gros sites autour de la parentalité en Angleterre. Donc c'est bien, on met soit par des acquisitions, soit par des lancements, mais des petites briques à l'international. Et oui, ça fait partie des trucs qui nous démangent, de se dire, est-ce que le modèle qu'on opère aujourd'hui en France, il est transposable ou mettable en place à l'international? On est plutôt bien implémenté en Asie, mais principalement sur du service. On a fait des choses intéressantes au Moyen-Orient. Voilà. Donc l'international fait partie des choses qu'on explore. Sinon, il faut racheter Future Publishing, quoi. Je pense que ça va être un peu cher. Ça va être un peu cher. Ouais, non, ils réussissent trop. Nous, on sait pas faire quand les gens font beaucoup mieux que nous. On n'a pas grand-chose à leur apporter. Ouais, c'est toujours ça un peu le truc. Écoute, super. Est-ce qu'il y a un autre point que j'ai pas évoqué que tu aurais aimé qu'on aborde? Non, je crois que c'était pas mal là. C'était pas mal ce petit catch-up 2 ans après. Ouais. Non, c'était pas mal. Non, il y a pas de. Mais tu vois quand même en 2 ans, il s'est passé. Alors j'imagine que tu te le dis régulièrement, vous regardez un peu de temps en temps dans le rétroviseur, mais en 2 ans c'est assez fou. Là, cette année, c'est officiellement les 10 ans de la boîte et effectivement, quand on en rigole quoi, des débuts, on était 4 dans notre sous-sol. attendre d'avoir les premières, attendre les premières acquisitions. Donc non, ça bouge effectivement et ça accélère et c'est génial. Et ça, c'est le truc.
qui nous excite tous quotidiennement, de se dire, OK, quelle va être la nouveauté? Et on essaie d'embarquer les équipes comme ça. On en parlait déjà, je pense, il y a 2 ans, mais si t'aimes pas le mouvement et la nouveauté, il faut surtout pas aller dans un secteur d'activité comme le nôtre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un truc nouveau tous les 3 jours. Donc, il y a notre activité et nos news du fait qu'on continue à développer l'entreprise. Mais après, effectivement, on s'adapte au fur et à mesure du marché. C'est génial. Là, aujourd'hui, en 2022, on opère 2 modèles économiques dont je t'avais absolument pas parlé il y a 2 ans. Ouais, Hein. Donc voilà, et c'est pas des modèles où on se parle de 5-6 000 euros par-ci par-là. Quoi. Ça commence à être des modèles industriels. Donc super. Dans 2 ans, je pense qu'il y en aura encore d'autres et on n'a pas fini de devoir être agile. Là. Voilà. Exactement. Merci pour toutes ces infos, tout ce feedback, ce témoignage. C'était intéressant. Passionnant même pour moi, je trouve, en tout cas, de voir. Puis c'est effectivement là, ça bouge beaucoup, ça donne aussi pas mal d'espoir, puis de perspectives d'évolution sur les modèles pour les autres médias. Je pense que c'est intéressant à regarder ça. Je te donne pas rendez-vous dans 2 ans, peut-être avant, je sais pas, on verra. Il y aura on va laisser d'autres invités. Ouais, bien sûr, mais bon, il y aura quand même le Morse Unify à un moment donné, que tu sois là ou pas. De toute façon, on en parlera, on commentera. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, merci d'écouter Mediarama, ça fait plaisir, ça fait 2 ans que je suis là et on continue. Alors c'est pas les mêmes audiences que Reworld Media, mais bon, c'est un bel objectif à suivre. Merci à tous, salut. À bientôt. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.